Le cerveau, c'est le truc phare de la science à sensation. Et la limite est souvent fine avec la fake news. On a l'impression que c'est une sorte de machinerie dont on devrait débloquer les secrets. Qui n'a jamais entendu « On n'utilise que 10% de nos capacités », ce qui est complètement faux au passage. Et boum, si on le faisait, ça deviendrait Lucie. Et si je te disais que bien qu'il faille tempérer un peu tes ardeurs, il y a quand même un peu de ça qui est possible de nos jours. En particulier dans le sport, grâce aux neurotransmetteurs, qu'on peut potentiellement gagner en endurance, force, vitesse et donc en performance grâce à des astuces simples et une bonne connaissance de notre corps. T'y croirais ? Et pourtant, c'est le cas. On accueille aujourd'hui Baptiste Noël, coach, préparateur physique et chercheur dans le domaine, pour nous parler de ce sujet. Alors avant de le laisser intervenir et de lui poser quelques questions, j'aimerais quand même te présenter le sujet de façon à peu près convenable. Les cellules de notre cerveau qui nous gouvernent, nous permettent la capacité de penser, de nous mouvoir, bref, d'exister, s'appellent les neurones. Il n'y en a d'ailleurs pas que dans le cerveau, soit dit en passant. C'est aussi le cas dans les nerfs et voici pourquoi le système nerveux central et ce qu'on a dans la boîte crânienne ne font en réalité qu'un. La façon dont les neurones se transmettent des informations est plutôt simple. Ils stockent des substances, les neurotransmetteurs synthétisés un peu partout dans l'organisme dépendant du dit neurotransmetteur, qu'ils délivrent en fonction de divers stimuli. Différence de chaleur, stress mécanique, physiologique, psychologique, etc. Attends, mais il n'y avait pas un truc relié à l'électricité? Je me souviens de mes cours de 5e là. Oui, effectivement, et tu remportes pour la peine une Twingo à peine utilisée. C'est vrai? Non, mais si tu veux un vrai bon plan en ce moment, et en fait tout le temps, mais chut, faut pas le dire, tu as un code de réduction sur le site de Greenway, un fabricant qui fait de la whey native, bio, sans édulcorant, bref, top qualité. Mais reprenons, il y a des courants électriques, appelés potentiels d'action, qui circulent le long de l'axone, la longue partie du neurone. Quand les neurotransmetteurs sont relâchés, le courant peut sauter d'un neurone à l'autre, ou à l'inverse être bloqué. Ça dépendra en grande partie de la nature et de l'intensité du potentiel d'action. Dans cette dernière possibilité, quand le neurone ne propage pas le potentiel d'action, on pourrait se dire « bah, mais ça sert à rien si jamais il ne le propage pas, si ?» Eh bien détrompe-toi au contraire, en recevant une substance qui ne fait rien, qui agit comme un isolant, ça l'empêche de recevoir des neurotransmetteurs qui, eux, propageraient le potentiel d'action. En d'autres termes, tu n'as aucune réaction alors que tu pourrais en avoir une. Ce qui peut être positif, enlever les effets du stress par exemple, comme délétère, t'empêcher de ressentir la fatigue et donc des troubles du sommeil. Si tu veux un exemple de ces isolants, eh bien c'est tous ceux qu'on appelle des anxiolytiques. L'intérêt du coup d'avoir de bons stocks de neurotransmetteurs, c'est qu'il en faut une certaine quantité pour que le courant passe. Et si ça n'est pas le cas, ben tu te retrouves à stopper l'électricité alors qu'elle devrait continuer. De la même manière, s'il y en a trop, tes neurones n'ont pas le temps de les capter pour les faire dégager du chemin. Et tu te retrouves à avoir de l'influx qui passe en continu alors que ça n'était pas vraiment voulu. Bon, après ce gros morceau théorique, passons à du concret. Qu'est-ce que ça peut faire dans ton entraînement? J'ai demandé à Baptiste de me donner un ou deux exemples pour comprendre au mieux. Prenons l'acétylcholine. C'est un neurotransmetteur qui intervient dans les mouvements techniques et la mémorisation. Comme on le sait depuis le temps que je le répète sur cette chaîne, la force c'est en grande partie de la technique. Pouvoir synchroniser ses muscles pour qu'ils bossent tous ensemble sur le meilleur geste possible. Avoir des taux de ce neurotransmetteur plus bas que la moyenne va forcément limiter ta prise de force. Tu auras plus de mal à réaliser les patterns moteurs, mais aussi à les retenir. Deuxième exemple, l'adrénaline. Elle va intervenir dans le besoin de se challenger et de soulever lourd. En avoir beaucoup va peut-être te conduire à être perpétuellement insatisfait ou en quête de challenge, ce qui sera positif pour une compétition ou certaines phases de l'entraînement. Mais quand on en a trop, on va aussi avoir tendance à chercher impérativement la perf alors qu'on aurait besoin de récup. Mais comment agir là-dessus? Eh ben justement, je vais poser ces questions-là à Baptiste, parce qu'il est quand même un petit peu plus calé que moi dans le rayon. Quels sont les neurotransmetteurs les plus importants en musculation? Salut mec, merci de m'avoir invité dans cette vidéo. Bienvenue chez moi, je me représente, Baptiste Noël. Je suis préparateur physique, diplômé de master et j'interviens sur tout ce qui est suivi d'athlètes de haut niveau et spécialisé depuis peu dans tout ce qui est neuroprofilage. Qu'est-ce que c'est du coup? Ça va être la détermination du profil psychologique d'un individu en fonction de sa fluctuation de neurotransmetteurs.
tout simplement. Pour répondre à ta question, du coup, je vais présenter 5 neurotransmetteurs qui vont avoir un impact directement sur ton entraînement, qui vont être notamment intéressants. Il y en existe des centaines, mais je pense que si on les énumère tous, on risque d'y passer la journée, voilà. Donc, ils vont tous avoir des actions diverses. L'adrénaline, comme tu l'as déjà bien présenté, elle va avoir un rôle dans tout ce qui est notion de surpassement, la recherche de sensations, la dopamine dans le comportement d'exploration. Donc, c'est un précurseur, mais du coup, un petit peu différent. La vigilance, la mémoire, la recherche de plaisir, voilà. L'acétylcholine, il est plus facile à illustrer tout simplement parce que c'est un neurotransmetteur à tout faire. Il va intervenir dans tout ce qui est apprentissage moteur, dans la mémoire. Vous connaissez tous, même à l'école, vous êtes tous un gamin qui est très bon en sport. Le mec, il apprend très facilement les mouvements, il est bon en athlétisme, en natation, dans tous les sports, il est ok. Peut-être parce qu'il a une meilleure production d'acétylcholine. Voilà. Donc ça, c'était les 3 activateurs et je vais vous présenter 2 inhibiteurs qui vont être la sérotonine et le GABA. Le GABA, c'est le neurotransmetteur le plus présent dans le cerveau, répandu dans le cerveau, pardon. Il va avoir diverses actions, mais dissocier des entraînements. Donc il va favoriser le calme, la relaxation, le contrôle de l'anxiété. Et la sérotonine, le fameux neurotransmetteur mystique, on verra qu'il n'est pas si mystique que ça, mais en gros, il intervient dans tout ce qui est sommeil, gestion des émotions, rythme circadien par rapport au sommeil, la coagulation. Et du coup, ces 2 derniers vont avoir une énorme influence sur tous vos entraînements, notamment dans l'aspect de récupération. Comment les optimiser de façon concrète? Finalement, même si on utilise des termes techniques et complexes, la meilleure façon de les rééquilibrer, c'est par l'alimentation. Ça peut paraître un peu perché, mais vous allez voir où c'est que je vais en venir. Tout ce qui nous entoure résulte de l'équation chimique, par exemple l'eau, hydrogène, oxygène, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est de décomposer chaque molécule pour en ressortir les précurseurs. Je vais essayer de donner un exemple pour que ça soit un peu plus concret. Donc, par exemple, on va prendre l'acétylcholine. Donc, elle est métabolisée à partir de la choline et de l'acétyl-CoA. Qu'est-ce qui contient de la choline? Par exemple, les œufs, les huiles, le poisson, etc., etc. Et la même mécanique s'applique en général pour tous les neurotransmetteurs, à l'exception de 2 ou 3, comme le GABA, qui passe pas la barrière hémato-encéphalique, donc un peu plus compliqué pour l'apporter via l'alimentation. Donc, obligé de prendre des précurseurs de précurseurs. Bon, bref. On rentre pas dans ce détail-là, mais voilà, donc d'autres exemples, le tryptophane pour la sérotonine, la glycine pour le GABA, ce que je disais, la tyrosine pour la dopamine. Et par exemple, vous pouvez faire un test chez vous, savoir si vous êtes réceptif du coup à tout ce qui est dopamine, etc. Prenez au réveil 5 grammes de tyrosine et normalement, vous allez avoir des effets immédiats, donc activation, concentration, un petit état de flow. Si c'est le cas, c'est que vous êtes réceptif du coup à tout ce qui est dopamine, donc la tyrosine est un bon moyen de rehausser vos taux de dopamine. Voilà. D'après le courant de pensée incarné par Ray Peat, la sérotonine, ce serait comme un antidopamine. Ça serait mauvais pour la digestion et à ne pas favoriser du tout quand on est sportif. Et d'ailleurs, pas que quand on est sportif, ça ralentirait le métabolisme ou l'absorption des nutriments. Alors, excellente question et c'est très bien que tu me la poses. Honnêtement, j'ai pas lu suffisamment de sources pour avoir un avis fixe dessus, mais la sérotonine fait débat en ce moment sur tout ce qui est neurosciences, etc. Et je vais essayer de vous donner un petit peu mon point de vue. Pour moi, déjà, considérer la sérotonine comme l'hormone du bonheur, je trouve ça un petit peu réductionniste, tout simplement, car il faut garder en tête la notion d'équilibre ou d'homéostasie pour les puristes. Un excès ou des taux anormalement bas vont avoir une conséquence sur votre état psychologique et physiologique. Par exemple, un effet récemment prouvé, le The Learned Helplessness, où l'impuissance apprise est provoquée par des taux de sérotonine anormalement hauts. Et du coup, vont avoir un impact, du coup, un sentiment d'impuissance, de comportement amorphe et provoque une incapacité de réaction par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Et à l'inverse, par contre, des taux anormalement bas en sérotonine vont avoir un impact sur votre sommeil, votre agressivité, la gestion du stress, etc. etc. Et c'est prouvé en criminologie, des personnes qui ont des taux anormalement bas, on va avoir des corrélations qui se font par rapport à des états déviants, des comportements un petit peu dangereux, etc. etc. Et pour les suivis que je fais, finalement, s'il y a des marqueurs qui indiquent des taux anormalement bas en sérotonine, bien évidemment que je vais m'occuper de les rehausser, donc avec des tryptophanes, des choses comme ça. L'idée, c'est du coup de remettre les taux à la normale pour que la personne se sente mieux, etc., etc. Peut-on et doit-on modifier son comportement en jouant sur les neurotransmetteurs pour rechercher de la performance? Alors, dans l'idée, c'est ça, mais un tout petit peu plus complexe dans la réalité. Je m'explique, ton entourage, ton lifestyle, ton entraînement vont avoir une influence directe sur tes neurotransmetteurs. Je vais prendre mon exemple personnel. Il y a quelques années, j'étais une personne beaucoup plus anxieuse, moins sûre de moi. Je sortais d'école de commerce. Ça me plaisait pas du tout, j'étais pas bien dans ma vie, j'étais vraiment mal. Et le fait du coup de changer complètement de discipline, de me mettre au sport de force, d'explosivité, d'haltérophilie, ma carrière de préparateur physique a complètement changé ma chimie du cerveau et ma façon de penser. Donc pour répondre à ta question, parce que c'était pas vraiment ça, mais j'ai essayé de t'expliquer ça par rapport à moi, ce que j'ai vécu, mon vécu personnel. L'idée c'est tout dépend de ton objectif de base. Par exemple, un triathlète n'aura pas les mêmes besoins d'activation qu'un athlète de force, donc pas les mêmes voies de neurotransmetteurs pour être plus performant. La gestion du taux
photo des neurotransmetteurs peut-elle être un moyen de faire une sorte de développement personnel, mais en un peu plus efficace que les méthodes New Age? La question du développement personnel, je trouve qu'elle est très pertinente dans le sens que je pense que tout est un petit peu lié au final. Comme dans ma réponse précédente, il y a tout un tas de facteurs qui vont influencer ta chimie cérébrale, et dans le développement personnel, il n'y a pas que du mauvais finalement. Je pense que la neurotypologie, elle est importante dans la notion de compréhension de soi, savoir pourquoi telle ou telle situation te fait agir de telle manière, pourquoi je suis différent de toi ou des personnes qui regardent cette vidéo, c'est essentiel dans un contexte d'épanouissement. En plus de ça, l'anxiété, les insomnies, l'hypersensibilité, même les troubles alimentaires peuvent nous pourrir la vie très rapidement. Je trouve ça dommage qu'en 2019, on soit contraint encore à consommer des médicaments. On est le premier consommateur d'antidépresseurs dans le monde, je crois. Alors que finalement, en comprenant peut-être les voies de neurotransmission, on va pouvoir réguler ça très simplement. L'idée, c'est donc de comprendre tous ces phénomènes pour être au final mieux dans sa peau. Bref, du coup, merci à Baptiste d'avoir répondu à ces questions et n'hésite pas à aller checker son Insta, sa chaîne YouTube, tout sera en fiche ou en description, bref. Tu trouveras le chemin, je suis sûr de ça. Sinon, tu peux toujours liker, partager et surtout t'abonner. Allez voir le Utip, le Tipeee si tu veux me récompenser. Allez voir mon Insta si tu veux des conseils supplémentaires. Allez sur le Discord si tu veux une communauté super sympa. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. C'est trop bien d'avoir sa caméra qui bug plein de fois pendant l'enregistrement vidéo.